Je vous emmène avec moi dans la jolie tempête de la maternité. On va parler bienveillance, doutes, les up and down, sans tabou et dans la bonne humeur. Bienvenue dans Happy Maternity, le podcast qui va booster ta maternité. Bonne écoute! Hello, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de podcast sur la fertilité. J'ai eu l'immense chance de recevoir Dr Candice Autain, qui est gynécologue et responsable du centre de procréation médicalement assistée du CHU Saint-Pierre à Bruxelles. Et donc c'était passionnant, elle intervient notamment dans des certificats post-master chez nous en kiné, et donc je savais que c'était une réelle chance de pouvoir l'interviewer parce qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait, elle transmet extrêmement bien, et donc voilà, c'était absolument une chance de pouvoir l'interviewer dans le podcast et de pouvoir partager avec vous son expertise. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre dans ce podcast ? Les vraies actions pour vous aider dans votre fertilité. Et évidemment, on va répondre aux questions, est-ce que les régimes spécifiques qu'on vous vend un petit peu partout, ou les vitamines spéciales fertilité, ou les produits qu'on vous vend, est-ce que ça a un réel impact sur votre fertilité ? Et aussi, on va essayer de voir quels sont vos pourcentages de chances de procréation en fonction de l'âge que vous avez, et quels sont les impacts, quelles sont les actions que vous pouvez faire pour augmenter ou diminuer ces pourcentages de possibilités de fertilité. Donc en gros, vous allez ressortir avec les bonnes et vraies infos, comme vous savez que c'est important pour moi que vous ayez les informations vérifiées, pour pouvoir mettre toutes les chances de votre côté au niveau de votre fertilité. Je vous souhaite une excellente écoute. N'hésitez pas à vous abonner au podcast ou à mettre des petites étoiles. Pourquoi ? En fait, pour vous, c'est un geste simple qui prend quelques secondes, mais pour moi, ça augmente mon impact. Et peut-être que du coup, d'autres femmes pourront tomber sur ce podcast et ces vraies informations. Plus les femmes auront des informations éclairées, plus elles pourront prendre le contrôle et faire des vrais choix, des choix éclairés. Donc n'hésitez pas à me faire aussi un petit retour sur le podcast sur Insta. Ça me fera toujours extrêmement plaisir. Donnez votre avis ou si vous avez des suggestions d'autres sujets qui sont importants pour vous. Un des prochains épisodes parlera de l'alimentation aussi. On a une diététicienne nutritionniste qui viendra aussi dans le podcast. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à tout bientôt. Bonjour Candice. Bonjour Aurélie. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast. Est-ce que tu peux te présenter peut-être, nous dire qui tu es ? Tout à fait, donc moi je suis Candice Autain, je suis gynécologue obstétricienne de formation et depuis 2007 je suis responsable du centre de procréation médicalement assistée au CHU Saint-Pierre à Bruxelles. Ah, trop chouette, bien spécialisé dans ton domaine. Voilà, je ne fais plus que ça. Ok, et pourquoi ça un choix particulier d'avoir choisi cette spécialité ? Oui, on va dire que c'est une opportunité. Dès que je m'y suis mis, je me suis rendu compte que ça me correspondait très bien. Génial. Et que j'accrochais très fort. Et donc voilà, quand j'ai eu la possibilité de reprendre le service, c'était une charge qui faisait que c'était difficile de continuer d'autres activités de la gynéco-obstétrique. Et c'est pour ça que je ne fais plus que ça. Trop bien, mais en plus en général on dit souvent qu'on fait bien que ce qu'on fait le plus souvent aussi. Voilà. Ok, super. Alors, on avait des petites questions. Donc, à partir de quand on doit s'inquiéter pour sa fertilité ? Si une femme souhaite avoir un enfant, à partir de quand on doit dire « Ouf, là, il y a peut-être un souci ». Alors, ça va très fort dépendre de l'âge. C'est un sujet qui va beaucoup revenir ici, c'est l'âge. L'âge de la femme, parce que c'est un facteur crucial pour la fertilité. Et donc, ça veut dire que, généralement, on dit que jusqu'à 35 ans, on peut attendre 1 an, donc essayer pendant 1 an de concevoir, sans s'inquiéter. D'accord ? Et donc 1 an, évidemment, avec des rapports sexuels réguliers et pas de contraception. Parce que forcément, si on vit à distance, par exemple, c'est pas vraiment 1 an d'essai. Donc jusqu'à 35 ans, 1 an. À partir de 35 ans, on va plutôt dire 6 mois. Et à partir de 40, on n'attend plus, on peut venir consulter tout de suite. D'accord. Voilà, parce que la fertilité chute. Hein, c'est une chute qui commence dès l'âge de 30 ans, qui s'accélère à 35 et qui dégringole à 40. D'accord.
Voilà, donc ça, c'est un peu les âges clés. Après, bien sûr, c'est dans la situation où il n'y a pas ce qu'on appelle des signes d'appel. Il peut y avoir des situations où on va s'inquiéter plutôt à juste titre. Par exemple, on arrête sa contraception, si c'est une pilule contraceptive, et on n'a pas ses règles pendant 6 mois, il ne faut pas attendre un an. Oui, On peut venir après 6 mois. Ou on a dans son histoire eu un cancer dans l'enfance avec des traitements lourds, où on sait que ça a pu affecter la fertilité, ben pareil, on va peut-être venir consulter plus tôt. Voilà. Ok, dans ce cas-là, on prend rendez-vous en consultation pour faire un bilan. Voilà, et ce bilan peut être fait tout à fait par le gynéco-traitant, et ça peut même, certains examens peuvent être lancés par le généraliste. Hein, l'idée, c'est de commencer, on fait une gradation, on commence avec des examens assez simples, et puis au fur et à mesure, on va chercher plus loin, et puis parfois on ne trouve rien quand on fait un bilan. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cause, mais on ne peut pas tout explorer dans la fertilité, et parfois on trouve, et alors on a une explication, et ben, dans tous les cas, qu'on trouve ou pas une cause, on aura un traitement d'aide à proposer. Et je dis bien proposer parce que le propre de la fertilité, c'est que c'est tout de même la personne, donc le couple en général, qui va décider. Et c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas recourir à des techniques d'aide, qui souhaitent simplement faire un bilan pour savoir quelle est la situation. Et puis il y en a d'autres qui veulent recourir à de la PMA et parfois même à des techniques très 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 avancées. Mais ça, c'est très personnel. Et donc les gens parfois cheminent aussi, ne sont pas prêts à un certain moment et puis reviennent peu de temps après pour dire que bah oui, maintenant ils sont prêts, ils veulent passer à autre chose. Voilà, mais donc moi, ce qui est important, c'est de leur donner les bonnes infos pour qu'ils puissent décider de manière éclairée ce qu'ils ont envie de faire. Ok. Et quand on dit un bilan de fertilité, donc ça concerne la femme, et j'imagine que ça concerne l'homme aussi à un moment donné. Ça concerne le couple. Alors ça, c'est fondamental. Hein. Il n'y a pas plus de soucis du côté de la femme que du côté de l'homme. Et donc moi, j'explique toujours, parce que malheureusement, on est dans une société où encore trop souvent, la femme vient seule la première fois. D'accord. Et donc je dis toujours, bah, c'est comme si vous allez chez l'ophtalmo et qu'on dit aujourd'hui, on va regarder l'œil droit. Et puis l'œil gauche, ce sera un autre moment. Et ben, la paire de lunettes, on la fera pas. Et donc, bah, c'est pareil en fertilité. Et moi, si je n'ai qu'un des deux membres du couple, il me manque la moitié des infos. Et donc, on a besoin de faire des examens chez les deux. Et un problème chez l'un n'exclut pas un problème chez l'autre. Et d'ailleurs, la fertilité, c'est souvent, je veux dire, une globalité et différents petits facteurs qui peuvent l'altérer. Et c'est pas toujours un gros facteur. Donc oui, c'est un bilan en parallèle chez l'homme et la femme. Ok, super. Et est-ce que les femmes peuvent faire, ou le couple peut faire quelque chose en prévention pour leur fertilité, pour améliorer, booster? Alors, oui, tout à fait. Donc, évidemment, être conscient que l'âge est un facteur crucial. Ça, malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. Voilà, donc on ne peut pas revenir en arrière. Mais par contre, garder à l'esprit que, ben oui, même si la société évolue, que l'espérance de vie change, que la manière de concevoir sa vie change, malheureusement, au niveau de la fertilité, ça ne change pas. Et donc, c'est plus difficile de concevoir au-delà de 35 ans. Et or, c'est un petit peu la tendance actuelle. C'est-à-dire que la plupart des couples viennent pour concevoir au-delà de 35 ans. Et donc, c'est souvent beaucoup plus problématique. Alors, moi, ma maman n'a pas eu de soucis. Oui, mais la maman, elle a souvent eu ses enfants entre 25 et 30 plutôt qu'au-delà de 35. C'est vrai, ça. Et donc, garder à l'esprit, et tout dépend du projet qu'on a, et surtout si on veut une grande famille, et si le projet est d'avoir plusieurs enfants, si on commence à avoir le premier à 36 et qu'on en veut 3, ben, la probabilité de réussir à avoir les 3 va être d'autant plus compliquée, parce que ça ira peut-être pour le premier, le deuxième, ça sera peut-être plus compliqué, le troisième, ça n'ira peut-être plus. Donc voilà, ça c'est un facteur important à garder à l'esprit, même si on ne peut pas le modifier, mais on peut l'avoir en tête. Et puis alors je dirais qu'il y a tous les facteurs toxiques. Hein, donc c'est sûr que là, il n'y a aucun doute sur le fait que l'alcool, le tabac, le cannabis, ce sont des toxiques. Et moi je dis toujours aux patients, ça c'est des facteurs que vous pouvez modifier. L'âge, vous ne pouvez pas le modifier, mais les facteurs toxiques, vous pouvez les modifier. Alors, on sait comme c'est compliqué quand on est fumeur d'arrêter de fumer, quand on a des addictions, de lutter contre ces addictions, mais ça a un impact indéniable. Ça, c'est une certitude. Si on compare des couples à situation équivalente, ben, quand il y aura un fumeur, une fumeuse, hein, parce que ça impacte aussi bien l'homme que la femme, ben, ça va augmenter le risque d'être confronté à des problèmes de fertilité. Donc ça, les facteurs toxiques, c'est fondamental, le poids. Et le poids dans notre société, c'est un vrai problème, le surpoids. Hein, donc clairement, le surpoids affecte
la fertilité. Alors le sous-poids aussi, mais c'est tout de même beaucoup plus rare dans nos sociétés d'être très très maigre. Donc on est plus confronté à des problèmes de surpoids. Et là aussi, ça a un impact sur la fertilité. Ça donne plus de problèmes d'ovulation, mais ça donne aussi plus de problèmes inflammatoires en général qui font que les processus comme l'implantation de l'embryon vont moins bien se passer. Donc voilà, le poids est aussi un facteur très important, aussi chez l'homme comme chez la femme. Hein. Donc, et alors, je dirais qu'il y a tout ce qui est environnemental, mais là, on a beaucoup plus de difficultés d'agir. C'est tout de même important de voir avec les gens quel type de métier ils ont. Est-ce qu'ils ont des expositions à des toxiques au niveau professionnel? Parce que ça peut avoir un impact. Ou au niveau de l'habitat. Hein, on sait par exemple que le plomb est un toxique pour la fertilité. Et donc, il y a des gens qui vivent dans des endroits où il y a des canalisations en plomb, où ils sont exposés. Voilà, et donc ça c'est quelque chose qui est de plus en plus connu. Hein. Il y a même des formations maintenant, on appelle ça des formations en santé environnementale, où on va étudier l'impact de tous ces toxiques dans l'environnement. C'est pas facile de les changer, parce que c'est difficile de demander aux gens de changer de métier ou de changer de logement. Mais on peut prendre des précautions, on peut porter des gants, on peut porter un masque, on peut éviter certaines choses. Par exemple, si on achète des vêtements neufs, les laver avant de les porter. Toutes des petites actions comme ça qui peuvent se mettre en place et qui peuvent être plutôt favorables. Et qu'est-ce que vous dites, parce qu'on entend un petit peu tout des fois sur la fertilité, on vend des régimes pour améliorer la fertilité, j'imagine bien que l'hygiène alimentaire est important, mais pour la santé basique, il y en a qui vont prendre des vitamines, qui vont prendre certaines choses en plus. Est-ce qu'effectivement ça a un impact, ce genre de choses? Est-ce qu'il y a un produit miracle? Parfois, elles s'accrochent à certaines choses en disant, voilà, je vais prendre telle chose. Parce qu'on nous vend ça, hein, on nous vend un peu du rêve des fois. Bien sûr. Et donc, j'ai une curiosité là-dessus en me disant, ok, est-ce que c'est vrai que ça peut influencer? Est-ce qu'on peut prendre quelque chose qui va influencer forcément, booster notre fertilité? Non. Ok. Non. Si on doit résumer, on va dire non. Il y a rien qui a montré avoir un réel impact. Il y a beaucoup de commerce là-dedans. Hein. C'est souvent des compléments alimentaires, donc il faut savoir que ça passe pas du tout le même trajet qu'un médicament qui doit subir 10 ans de tests avant d'être mis sur le marché. C'est ça, Le complément alimentaire, voilà, il est vendu comme ça, il est en vente libre. Et donc, bien que chaque firme, bien entendu, dit que c'est très très utile, en fait, il n'y a aucune preuve que ça ait une réelle utilité. Alors après, corriger des carences, ça a un vrai sens, c'est-à-dire la personne qui a une carence en acide folique, ce qui est le cas dans notre population généralement. Ça a évidemment un sens de donner de l'acide folique quand on essaye de concevoir. On a beaucoup de carences en vitamine D dans nos pays, donc là aussi, ça a un sens. La personne qui a une grosse anémie, qu'elle prenne du fer, ça a un sens aussi. Donc voilà, aller corriger des carences, certainement, mais tout le reste avec le zinc, le magnésium, le coenzyme Q10, etc., c'est très commercial et honnêtement, il y a même certaines études qui montreraient que ça pourrait même être défavorable dans certains cas pour certains processus. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment... Et ça coûte très cher. Et je trouve que du coup, en tant que professionnel, c'est très difficile d'aller conseiller de prendre quelque chose qui va coûter aux gens sans avoir une certitude que ça a une utilité. Oui, bien sûr, c'est ça, tout à fait. Ok, mais c'est important. Et du coup, j'imagine que quand il y a des troubles de fertilité et qu'ils viennent vous voir, vous avez plusieurs solutions, plusieurs possibilités à leur proposer. Et donc, vous avez parlé de la PMA juste avant. Oui. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu ce que c'est? Alors, la PMA, donc PMA, ça veut dire procréation médicalement assistée. Alors, c'est un terme très très général qui recouvre en fait toutes les techniques qui vont aider à concevoir. D'accord. Alors, il y a souvent une confusion en fait dans le grand public qui vient de la France, puisque nous sommes voisins et que nous partageons la même culture, la même langue, mais aussi qu'on regarde beaucoup les médias français. Et en France, ils ont changé leur loi récemment en 2021, puisqu'avant, ils n'autorisaient pas la prise en charge des femmes seules et des couples de femmes. Depuis 2021, ils l'autorisent. Chez nous, c'est autorisé depuis toujours, on va dire. Et ils ont donné le terme de PMA pour cette catégorie-là. Et donc, moi, j'ai des patients qui viennent chez moi en me disant « je viens pour une PMA ». Je dis « oui, je ne m'occupe que de ça, en fait, de la PMA, mais encore ». Et en fait, ce qu'elles veulent dire, je viens pour un don de sperme. Et donc, le don de sperme n'est qu'une des nombreuses techniques de la procréation médicalement assistée. Donc, dans la procréation médicalement assistée, vous pouvez avoir simplement ce qu'on appelle le suivi de cycle. Vous allez juste suivre le cycle menstruel et dire au couple quand avoir des rapports. Ça, on va dire que c'est la prise en charge la plus simple, mais vous avez les inséminations intra-utérines, la fécondation in vitro, le don de sperme, le don d'ovocytes, la gestation pour autrui. Donc, il y a de multiples
techniques, mais qui forcément vont dépendre du bilan et du souhait du couple, et c'est ça qui va orienter la prise en charge. Ok, d'accord. Et donc la gestation pour autrui, ça existe chez nous en Belgique? Ça existe chez nous en Belgique, alors ça c'est un sujet qui est très très spécifique, Oui, et donc je pourrais parler des heures, c'est un petit peu mon dada, et donc c'est la seule des techniques qui est sans cadre légal spécifique. C'est ça que j'avais demandé. Voilà. Okay, et donc c'est très particulier parce que ça n'est pas interdit. Donc il n'y a pas de loi qui l'interdit, contrairement à la France, mais il n'y a pas de cadre légal qui l'encadre, contrairement à toutes les autres techniques qui ont un cadre légal. Donc on a une loi de 2007 qui encadre toutes les techniques, la fécondation in vitro, le don d'ovocytes, le don de sperme, tout ça est prévu dans la loi avec certains critères. La gestation pour autrui, il n'y a rien. Il n'y a pas de cadre. Voilà, ce qui rend les choses très compliquées dans l'exécution, c'est surtout au niveau juridique, donc dans la filiation. Mais ce n'est pas interdit, ça veut dire que ça peut se faire, et nous, on fait des prises en charge avec recours à la gestation pour autrui depuis 99, donc ça fait 25 ans. Oui. Donc voilà, ça reste des situations hyper exceptionnelles. Bien sûr, toujours, ça représente 0,5% de nos activités dans le centre de fertilité, donc c'est très rare finalement, mais on le fait. Mais ça existe. Ça existe. Oui, il y a des femmes qui naissent sans utérus, il y a des femmes qui perdent leur utérus lors d'un accouchement ou suite à un cancer, et donc c'est une des possibilités. Ok, mais c'est chouette de savoir que ça existe et qu'effectivement c'est une possibilité. Sans doute que j'imagine un jour il y aura un cadre légal. Mais c'est très compliqué. Oui, j'imagine. Ça touche à comment on devient mère au niveau de la loi, et on va dire dans la plupart des pays du monde, on devient mère en accouchant. Et donc changer ça, c'est compliqué. Alors on peut aussi devenir mère en adoptant, et c'est ça qu'utilisent les couples qui recourent à la gestation pour autrui. Mais en fait, c'est pas tout à fait logique, puisque ce n'est pas une adoption qu'ils font finalement, puisque c'est eux qui sont dans le désir d'enfant dès le départ, alors que dans l'adoption, il y a un enfant qui est là, et puis il y a un couple qui adopte, mais c'est pas du tout la même chose que la gestation pour autrui. Donc utiliser cette loi de l'adoption pour la gestation pour autrui, oui, on fait ça parce qu'on n'a pas le choix, mais c'est pas l'idéal. Non, ça ne représente pas ce qui se passe réellement. Ok. Et donc, du coup, une insémination, c'est quoi? Alors, une insémination, c'est très simple, et c'est vrai que souvent, les gens confondent insémination et fécondation. Voilà. Et donc, l'insémination intra-utérine, si on veut être complet dans le terme, c'est aller déposer un échantillon de sperme dans l'utérus. Et donc, en fait, pratiquement, ça consiste à suivre le cycle pour voir quand madame ovule, une ovulation, et parfois aider pour qu'il y ait une ovulation. Et quand c'est le bon moment, on fait un examen gynéco, donc on met le spéculum, on passe un tout fin petit tuyau et on dépose le sperme. Donc, ça prend quelques minutes. Ça ne fait pas mal, ça se passe en ambulatoire, ça veut dire que les gens, ils arrivent, ils repartent, on ne reste pas hospitalisé, on ne reste pas couché, il n'y a pas de précaution particulière, c'est très simple. Simplement, le sperme, au lieu d'être dans le vagin comme lors d'un rapport sexuel, il va être dans l'utérus. On lui raccourcit le temps. Voilà, on fait la moitié du trajet à sa place. Pour lui, ok. Et du coup, dans ces coups de temps-là, il n'y a pas encore de boost de l'ovulation? Alors, on peut, éventuellement, si c'est associé, par exemple, à des problèmes d'ovulation. Ok. Donc voilà, on peut avoir par exemple un couple où madame elle a des troubles de l'ovulation, ce qui veut dire qu'elle ovule pas, elle n'a pas ses règles tous les mois, et monsieur il a un sperme où les spermatozoïdes sont un peu fainéants. Et voilà, on va en faisant une insémination et une stimulation des ovaires un petit peu agir sur les deux problèmes. C'est ça. Le problème de lenteur des spermatozoïdes et le problème d'ovulation de madame. Et du coup, j'avais une question là-dessus sur quand on les stimule un petit peu hormonalement, quelles sont les sensations ou les effets secondaires qu'elles peuvent avoir face à ça? Comment elles le vivent en général? Qu'est-ce que vous avez comme retour? Alors, le principal effet secondaire de la stimulation, c'est les troubles de l'humeur. Okay. Donc, ça donne une irritabilité. Toujours, vous allez avoir envie de pleurer pour quelque chose d'anodin, ou vous allez vous énerver pour quelque chose aussi où d'habitude vous ne vous énervez pas. Voilà, ça c'est le principal effet. Et alors après, comme pour tout médicament, il peut y avoir plein d'autres effets, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des tensions dans les seins, on peut avoir les jambes qui sont plus lourdes parce que ce sont des hormones, et puis parfois il y a des gens qui ont des perturbations du transit, mais voilà, c'est tout de même plus rare ces effets-là. Un peu des effets comme quand on change de pilule. Oui, voilà, c'est des hormones, c'est le même principe, oui. Oui, d'accord, ok. Et du coup, c'est quoi la différence alors avec une fécondation in vitro? Alors voilà, une fécondation in vitro, ça n'a rien à voir. Comme je dis, on ne joue pas dans la même cour. La fécondation in vitro, on va aller, et là je schématise, prendre les œufs chez madame,
les mettre avec les spermatozoïdes de monsieur ou du donneur, s'il s'agit d'une situation avec un donneur, au laboratoire, c'est pour ça que ça s'appelle in vitro. Donc ça veut dire que la rencontre entre le spermatozoïde et l'œuf, ça se passe plus dans le corps de madame, ça se passe plus dans la trompe, ça se passe en dehors. On va fabriquer, donc on va créer l'embryon. La fécondation va avoir lieu dans le labo, et puis les 5 premiers jours de vie de l'embryon vont se passer dans le laboratoire, et on va observer ce développement, et on va remettre l'embryon au 5e jour de vie en général, c'est-à-dire au moment où normalement il débouche de la trompe dans l'utérus. Oui, c'est ça, la pollinisation. Parce que là, il faut qu'il s'y accroche. Mais donc ça, c'est très compliqué, parce que pour avoir les ovocytes, donc les ovules de madame, ils se trouvent dans les ovaires, et donc pour les récupérer, il va falloir aller piquer dans les ovaires, et donc ponctionner les ovocytes, c'est une petite intervention chirurgicale, alors qui se fait par le vagin avec une aiguille, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de cicatrice, on n'ouvre pas le ventre, mais ça reste un acte où on rentre une aiguille dans le corps, avec donc tous les risques d'un acte chirurgical. Donc ça se fait dans une salle d'opération, dans des conditions de stérilité, alors c'est en clinique de jour, donc on ne reste pas hospitalisé. Ok, d'accord, une journée. Mais voilà, il y a malgré tout des risques, on peut faire une infection après une ponction, on peut faire une hémorragie, enfin voilà, c'est pas complètement sans risque. Donc c'est très très différent de l'insémination. Mais évidemment, ça fonctionne aussi beaucoup mieux que l'insémination. J'imagine, là, faut être la rencontre directe. Voilà. Dans l'insémination, finalement, à part rapprocher les œufs et les spermatozoïdes, on ne fait pas plus, tandis que là, on va les mettre ensemble et puis observer ce qui se passe et sélectionner l'embryon qui se développe le mieux pour le remettre. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas du tout dans les mêmes types de traitements. Mais ça ne s'adresse pas généralement au même type de problème non plus. C'est-à-dire que la fécondation in vitro, à la base, elle a été inventée pour les femmes qui avaient les trompes bloquées. Ok, donc avec des dons d'ovocytes alors? Non, elles avaient les trompes bloquées, donc la rencontre ne pouvait plus se faire, et donc c'est pour ça qu'on l'organisait en dehors du corps. Ok. Et puis alors, maintenant, elle est utilisée pour bien d'autres raisons que l'obstruction des trompes. Elle est utilisée par exemple quand le sperme est très pauvre, parce que là, le fait de rapprocher un peu ne va pas suffire, il va falloir vraiment organiser la rencontre. Donc, une grosse partie des fécondations in vitro se fait en raison d'un sperme très altéré. Donc, ok. Et donc, du coup, j'avais 2 questions. Les ovocytes, est-ce que vous en prenez beaucoup en vous disant, mais juste pour un test, ou est-ce que vous en prenez beaucoup et ça pourrait être pour d'autres tests, d'autres fécondations in vitro? Non, c'est par one shot que vous faites? Alors, quand on stimule, donc dans la fécondation in vitro, là, on va d'office stimuler, parce que si on ne stimule pas, le fonctionnement naturel du corps, c'est de fabriquer un œuf tous les mois. Si on se contentait d'aller prendre cet œuf, c'est tout de même faire une opération pour avoir un œuf, et on sait que l'espèce humaine n'est pas fertile, et qu'un œuf et un spermatozoïde, les chances que ça fonctionne, elles sont faibles, d'autant plus quand on avance en âge. Et donc, on va stimuler, donc forcer le corps de la femme à fabriquer plusieurs follicules, tout en restant prudent pour la santé de la femme. Donc on ne va pas trop hyperstimuler, donc on va dire qu'on va viser entre 5 et 10 ovocytes, d'accord, et donc qu'on va essayer d'obtenir en salle d'opération, mais à chaque étape du processus, on a des risques d'avoir de la perte, c'est-à-dire que chaque étape, il peut y avoir quelque chose qui ne se déroule pas bien. Donc à la ponction, certains ovocytes ne vont pas venir, ne vont pas se décrocher, parce que l'ovocyte, il est dans une structure qu'on appelle le follicule, il flotte dans du liquide, et donc quand on aspire le liquide, parfois l'ovocyte il vient pas. Et puis les ovocytes qu'on va obtenir, tous ne vont pas être mûrs. Et puis quand on met les spermatozoïdes et les œufs, tout ne va pas féconder. La fécondation, donc le fait que la rencontre se fasse bien entre les œufs et les spermatozoïdes, en moyenne c'est 70%. Dans l'espèce humaine. Et puis dans les embryons qui vont se former et qui vont être observés au laboratoire, certains vont s'arrêter dans leur évolution. Donc ça veut dire que quand on démarre une fécondation in vitro, on n'est pas sûr d'arriver jusqu'au stade du transfert d'embryon. Si on y arrive, eh bien effectivement, parfois dans les bonnes situations, on va avoir plusieurs embryons qui vont arriver au 5e jour, et alors effectivement, on va pouvoir congeler les embryons surnuméraires, de manière à, si ça ne fonctionne pas lors du premier transfert d'embryon, que le couple ne doive plus refaire tout le processus, on peut juste utiliser les embryons congelés. Ou alors, si ça a fonctionné, pour un autre enfant,
on peut utiliser les embryons congelés. Combien de temps ça peut être? Alors 5 ans, ça c'est la loi Wow. en Belgique, ils peuvent rester congelés. C'est fantastique. Voilà. Je savais pas Oui. tout ça. Ok. Mais attention, moi je préviens toujours les couples en leur disant ne partez pas dès le Non. départ en disant on va le faire une fois, on va être tranquille, on aura plein d'embryons. Ben non, parce qu'il n'y a que la moitié des couples qui ont des embryons congelés, donc ça veut dire que peut-être vous allez être parmi les couples où vous allez faire une fécondation in vitro, il y aura un embryon, mais pas d'embryon congelé. Et donc si ça ne marche pas, il va falloir tout recommencer. C'est ça, ouais. Donc il faut toujours bien informer les couples pour qu'il n'y ait pas des attentes trop importantes, irréalistes. Parce que parfois, j'imagine qu'ils entendent des gens qui ont fait telle ou telle chose. Et On qu'ils compare pensent toujours ouais, à bien la sûr, l'être copine, humain est alors comme que ça. chaque situation est différente, effectivement. Bien sûr. Et du coup, pour le sperme, donc vous avez des spermes un petit peu lents, ou voilà, où il y a peu de spermatozoïdes actifs, par exemple. J'imagine que du coup, il y a des traitements pour les hommes qu'on peut faire ou pas du tout? Il n'y a rien de particulier? C'est assez rare parce que c'est assez rare qu'on identifie l'origine. Ok, on sait qu'il y a ça, mais on ne sait pas d'où ça vient. Voilà. Et donc, il y a assez peu de cas où on va pouvoir donner un traitement qui va être efficace. Il y a certaines situations où certains hommes ont des troubles hormonaux, comme les femmes, et où on va pouvoir donner des hormones, mais c'est vraiment très minoritaire. D'accord. Et puis, il y a des hommes où la cause des altérations des paramètres du sperme, c'est par exemple des vieilles infections qui ont lésé le tissu du testicule. Et ça, on ne sait pas revenir en arrière, par exemple. On peut aussi avoir un problème génétique qui fait qu'on n'a pas beaucoup de spermatozoïdes. Là aussi, on ne sait pas le modifier. Donc finalement, il n'y a pas beaucoup de situations où on va pouvoir vraiment agir directement chez monsieur. Ce qui est du coup un petit peu frustrant parce que ça veut dire que la plupart des traitements, ils vont chez madame. se faire. Oui, je m'étais dit, ça pourrait être intéressant pour un homme de connaître ces variations hormonales que lui ne connaît pas trop dans sa vie d'homme. Les femmes ont beaucoup plus de fluctuations hormonales. Je me dis, pourquoi pas de sentir ce que ça fait, justement, d'avoir envie de pleurer pour rien, où ils pensent qu'on fait exprès des fois. On disait, mais non, ce serait intéressant de voir, de sentir un petit peu ça. Okay. Mais pour les hommes, pour beaucoup d'hommes, c'est extrêmement culpabilisant aussi, de entre guillemets, faire subir tout ça à leur compagne, alors que le problème vient d'eux. Alors moi, je déteste utiliser ce genre de terme, je ne parle jamais comme ça, mais c'est les couples qui répercutent ça, parce que je dis, peu importe où est le problème, ce qui est important, c'est qu'on a identifié potentiellement ce qui ne va pas et on va pouvoir vous aider. Et qu'il n'y a personne qui est fautif, il n'y a personne qui a fait de faute, il n'y a personne qui est coupable. Ça, c'est important. Oui, c'est important, parce que dans l'infertilité, il y a une grosse culpabilité. Bien sûr. Voilà, je veux dire... Et même quand on n'identifie pas de raison, alors les gens pensent que c'est psychologique, ce qui aussi joue dans leur culpabilité. Donc il faut beaucoup travailler là-dessus, sur le fait que il n'y a personne qui est coupable dans l'histoire. Et ils ont des accompagnements psy en général qui sont proposés ou Tout à fait. Donc c'est prévu dans la loi. Et alors nous, on ne l'impose pas, par exemple, on le propose. Tous ne sont pas preneurs. On est encore dans une société où un peu t'as pas envie. Mais c'est tout à fait prévu. Et nous, on a une psychologue, une psychiatre qui font partie intégrante de notre équipe, qui consultent dans le bureau à côté d'une autre. Donc oui, ça fait vraiment. Et qui sont là dans nos réunions, etc. Pour déposer, j'imagine même parfois après. Oui, alors c'est ce que j'explique toujours. Ça peut être un soutien complètement ponctuel, ça peut être un soutien qui dure dans le temps, et ça peut être madame toute seule, monsieur et madame, monsieur tout seul, peu importe. L'idée est d'être là pour accompagner, il n'y a pas une manière... donc ça, c'est vraiment laissé à l'appréciation des gens. Parfois, ils viennent une fois, ils disent « ça ne nous a servi à rien, on n'a pas envie de retourner », et il y en a d'autres qui vont régulièrement. C'est ça, vous avez un soutien du coup physique et psychique pour pouvoir accompagner le couple en fait. Ok, ou le couple ou la femme seule, comme vous disiez, qui peut venir aussi. Donc les femmes seules peuvent venir chez vous en consultation, faire un rendez-vous et de voir aussi ce qui est possible. Et pourquoi il faudrait congeler les ovocytes? Comment ça se passe? Dans quel intérêt là, on revient au fameux facteur de l'âge. Ah, voilà. Et donc, comme l'âge, on ne sait pas lutter contre le temps qui passe et qu'on sait que ça altère énormément la fertilité. Et donc, quand moi je reçois un couple, je leur dis toujours, est-ce que vous avez une idée de quel est le pourcentage de chances que vous avez de concevoir par mois? Parce qu'en fait, ça va très fort dépendre de l'âge. Et donc, par exemple, un couple où madame a 40 ans, l'échange chaque mois, on est autour de 5%. Ah là là, d'accord. Et donc, les gens sont toujours un petit peu estomaqués. On ne sait pas ça. On ne sait pas ça. Et à 35, on est entre 10 et 15%.
25%. Waouh! Voilà. Et Ok. donc, ça veut dire que à 30, on est un peu mieux. Hein, on est plus autour de 20-25%. Et donc, ça veut dire qu'on a tout intérêt avant 35 ans à congeler des œufs, si en tout cas, on n'a pas de projet dans les années à venir et qu'on a une envie D'un jour avoir un d'un enfant. jour avoir un enfant. Si on est dans une situation où on se dit qu'on On n'en a un veut pas, projet de voilà. vie sans enfant, là, ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, sinon, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Nous, on a énormément de personnes qui se retrouvent au-delà des 40 ans où on doit les orienter vers un don d'ovocytes. Et donc, ce qui là est une démarche que beaucoup ne sont pas prêts à faire, parce que aller prendre les œufs, donc le matériel génétique de quelqu'un d'autre, c'est une étape que ne franchissent pas beaucoup de couples parce que ça pose d'autres questions. Ça veut dire qu'on fait intervenir ce qu'on appelle un tiers donneur, donc quelqu'un d'autre dans la conception, dans l'histoire de vie de l'enfant à venir, donc c'est pas anodin. Et donc le fait d'avoir pu congeler des œufs plus jeunes, si finalement le projet d'enfant il se concrétise quand on a 40 et que ça fonctionne pas, mais qu'on a congelé des œufs à 33 ans, on se donne beaucoup plus de chances de succès. Alors, attention, congeler ses œufs, c'est faire un traitement comme une fécondation in vitro. Ah oui, stimulation hormonale, oui, parce qu'on ne va pas faire une ponction ponction d'ovocytes, voilà, et ça n'est pas remboursé par la mutuelle, alors que tous les autres traitements sont pris en charge par la mutuelle. Ok. La congélation des œufs, on va dire si c'est pas dans le cadre d'un cancer, parce que là il y a une prise en charge par l'UNAMI. La congélation dans la prévention du vieillissement ovarien, c'est à la charge des patients. Et ça a un coût important. On va être sur des sommes qui vont aller entre 3 et 5 000 euros selon le nombre d'ovocytes qu'on va congeler. Voilà, parce que ça veut dire que, oui, ça sélectionne les gens qui peuvent le faire, hein, c'est sûr que... Tout à fait, financièrement, qui puissent se permettre ça. Et vous en avez beaucoup? De plus en plus. Okay. C'est quelque chose, nous on a commencé il y a 10 ans, au départ il n'y en avait vraiment pas énormément et maintenant ça devient vraiment très 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 fréquent. Je pense que les gens en entendent parler, les médecins en parlent plus, les femmes en parlent entre elles et donc voilà. Alors ce qui est évidemment toujours, et nous on explique ça en consultation particulier, c'est que pour l'instant les chiffres montrent que seuls 10% des femmes qui ont congelé leurs œufs viennent les utiliser. Non. Ouais, c'est très peu, hein. Ok. Alors, bon, peut-être que les données dans 10 ans seront différentes parce que forcément... Le temps, peut-être qu'elles feront ça plus tard. Voilà, si vous avez congelé il y a 5 ans, c'est peut-être normal que vous ne soyez pas encore venu les utiliser. Donc, mais actuellement, on se rend compte qu'il n'y a qu'un faible pourcentage qui vient utiliser ces ovocytes. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir apaiser souvent cette sensation d'avoir le temps qui passe, il faut que je trouve quelqu'un, il faut que, si je rencontre quelqu'un, il faut vite parler du projet bébé, ce qui n'est pas évident. Et donc, c'est vrai que les femmes, au-delà de 35 ans, il n'y a rien à faire quand elles ont un désir d'enfant. Cette horloge biologique, elle est là et c'est pas facile dans la vie amoureuse de faire abstraction de ça. Ouais. Et donc, l'idée en congelant les ovocytes, c'est justement de pouvoir peut-être mettre ça un petit peu de côté pour pouvoir vivre sa vie amoureuse de manière un peu plus apaisée par rapport à ce projet d'enfant. Oui, tout à fait. Enlever un peu de pression, quoi. Mais du coup, la congélation des ovocytes, ça ne les abîme pas. Alors, ça ne les abîme pas, restons prudents. Ce n'est pas une technique qu'on utilise comme la fécondation in vitro depuis plus de 40 ans. Hein. Donc, c'est une technique, nous, ça fait 10 ans, il y a des pays, ça fait 15 ans, mais donc on n'a pas un recul de 30 ans. Pour l'instant, tous les enfants qui sont issus d'ovocytes congelés, donc qui ont été créés à partir d'œufs congelés, il y a des registres, il y a des suivis, et donc on voit qu'il n'y a pas de souci a priori, mais peut-être que dans 10 ans, on va se rendre compte qu'effectivement, il y a un peu plus, et j'invente là, hein, mais par exemple, on pourrait se rendre compte qu'il y a plus, je sais pas moi, d'hypertension artérielle à l'âge adulte quand on a été conçu à partir d'un œuf congelé. Voilà. Et ça, c'est compliqué de le savoir, on n'a que 10-15 ans de recul. Voilà, exactement. Mais donc, avec toutes les techniques comme ça en médecine qui sont relativement récentes, il faut toujours être un petit peu prudent dans ce qu'on explique aux gens en disant, voilà, il faut savoir que c'est pas une technique qui est vieille de 40 ans. Ok, ouais, qu'on a encore. De toute façon, la science, c'est ça, il y a plein de choses qu'on apprend et petit à petit, il n'y a que le temps qui peut nous mettre le recul sur les traitements. Et il y a des traitements qu'on peut au départ penser formidables et puis se rendre compte avec le temps que c'est pas si formidable que ça. Tout à fait, ça fait partie de la science et de l'évolution de la santé aussi. Et est-ce que vous avez des femmes qui font leur don d'ovocytes? Comment ça se passe? Il y a des femmes qui viennent en disant, ben voilà, moi je veux donner mes ovocytes. Alors,
Ça, c'est assez rare. Oui, c'est ça. Hein. Soyons honnêtes, donc c'est une des problématiques dans le don d'ovocytes pour les femmes qui ont besoin d'ovocytes, c'est de trouver des ovocytes. Oui, c'est ça. Donc, tout de même, la loi en Belgique, elle interdit tout aspect commercial par rapport à tout ce qui a trait au corps humain. Hein, quand vous donnez votre sang, quand vous donnez vos plaquettes, si vous donnez un rein, vous n'êtes pas rémunéré. C'est interdit. Alors, la loi, elle dit tout de même que vous pouvez être dédommagé pour les inconvénients subis. Donc, par exemple, quand vous allez donner vos plaquettes, vous allez avoir une place de cinéma. Enfin, on va vous donner récompense. Voilà. Et donc, la difficulté, c'est que donner ces ovocytes, c'est un gros traitement qui n'est pas du tout sans risque. Ah oui, il y a toute la stimulation hormonale avant. Vous venez X fois à l'hôpital, vous avez une hospitalisation, potentiellement vous pouvez faire une infection. Donc, comment dédommager de manière appropriée? Alors, ce qui est prévu dans la loi, normalement, c'est que ce montant devrait être fixé par le roi, ce qui n'a jamais été fait. Et donc, en Belgique, il y a un flou là-dessus sur le montant du dédommagement qui reste un dédommagement et pas un paiement. Tout à fait. OK. Et donc, ça veut dire qu'au sein des 18 centres de fertilité en Belgique, vous en avez certains qui, on va dire, dédommagent de manière conséquente les femmes qui donnent leurs ovocytes. Et donc, ça se sait. Et donc, forcément, il y a des femmes, soyons honnêtes, qui sont motivées essentiellement par le fait, financièrement, voilà, et qui viennent donner leurs ovocytes. Sinon, ce qui existe en Belgique, c'est le don dirigé. Et donc, nous, par exemple, dans notre centre, on ne fait que ça. C'est-à-dire que les femmes qui ont besoin d'ovocytes, elles amènent quelqu'un qui leur donne. Et là, c'est souvent un membre de la famille, ce qui est un côté, pour ceux qui font ce choix, rassurant. Parce que du coup, niveau génétique, voilà, vous savez d'où ça vient, au niveau des éventuelles ressemblances, et puis au niveau de l'histoire familiale, de l'histoire des maladies dans la famille. Ouais, tout à fait. Et surtout pour les gens qui viennent d'ethnies particulières, par exemple, pour être sûr qu'on va vraiment garder les mêmes caractéristiques que si vous venez, par exemple, je sais pas moi, de Guadeloupe ou de Côte d'Ivoire, parce que sinon, trouver quelqu'un, attendre qu'il y ait quelqu'un en Belgique qui vienne donner ses ovocytes et qui soit originaire de la même région du globe, c'est pas évident. Oui, tout à fait. Et là, il y a un cadre légal, par contre. Il y a un cadre légal, tout à fait. Tout à fait. Et donc ça, c'est tout à fait autorisé. C'est ce qu'on appelle le don dirigé. Donc en Belgique, on peut faire du don dirigé, qui est donc pas anonyme, ou du don anonyme. Mais si on fait du don anonyme, il y a ce problème de trouver une donneuse. Et donc, ça veut dire d'aller dans un centre où il y a des femmes qui viennent donner, mais qui viennent donner, voilà, motivées par essentiellement le côté financier, soyons honnêtes. Oui, tout à fait. Vous n'allez pas faire un traitement de 15 jours d'injection et une hospitalisation et une opération avec de potentiels risques par plaisir. Oui, non, tout ça par générosité pure, par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et non, mais bien sûr, sans avoir de retour. Mais du coup, il y a plus de dons de sperme. Alors, il y a aussi une pénurie de dons de sperme. Oui. Donc, nous, on importe le sperme du Danemark, où il y a des banques. Voilà. Donc, tous les centres de fertilité font comme ça. Ils ont plus de facilité au Danemark, du coup, c'est plus... Oui, c'est plus organisé, c'est quelque chose de très implanté depuis très longtemps, avec des centres qui sont dans une organisation. Donc, le problème en Belgique, c'est que nous, les centres de fertilité, on est assimilés à des banques d'organes, ça s'appelle des banques de matériel corporel humain dans la loi, et donc on est soumis à une loi spécifique qui fait que, par exemple, on ne peut absolument pas faire de publicité. Donc nous, on ne peut pas aller faire des affiches en disant « venez donner votre sperme, venez donner vos ovocytes ». Par contre, l'État pourrait faire des campagnes pour sensibiliser, mais ce qui n'est pas fait. Et donc, en fait, en Belgique, il n'y a pas du tout cette tradition de donner son sperme. D'ailleurs, quand les gens me disent « ah bon ?» je dis « je ne sais pas, autour de vous, vous avez beaucoup d'amis qui vous disent qu'ils sont donneurs de sperme ?» Alors que donneur de sang, peut-être un peu plus. Mais donneur de sperme, on ne parle pas au repas de famille qu'on est allé donner son sperme. Ça a une connotation culturelle, sexuelle, c'est pas du tout chez nous. Voilà. Tout à fait. Et donc, on a clairement un manque aussi de donneurs. Et donc, effectivement, on doit s'adresser à l'étranger, où là, il y a des banques de sperme qui sont, elles, dans une organisation qui est beaucoup plus privée et commerciale et beaucoup plus orientée vers ces donneurs. Parce qu'un donneur qui vient dans nos centres, en fait, il suit le trajet d'un patient. Donc, c'est pas très, très, très confortable. C'est-à-dire qu'il va devoir patienter comme les autres, aller faire sa prise de sang au labo, il va avoir des délais dans les rendez-vous. Enfin, il n'y a pas un trajet
qui est réellement créé spécifiquement pour les donneurs et pour, par exemple, qu'ils puissent venir le soir après le boulot ou le week-end. On ne facilite pas la tâche. Facilite pas la tâche. Alors quand vous venez et que vous faites déjà un don, mais quand en plus vous devez réenvisager prendre une demi-journée de congé, payer un parking, aller faire la file d'attente à la prise de sang, faut vraiment être motivé. Oui, c'est ça. Alors qu'au Danemark, par exemple, ça c'est... C'est des centres spécifiques, ils peuvent y aller, c'est sur les campus universitaires, ils peuvent y aller à des heures qui sont beaucoup plus larges. L'endroit où ils vont, il n'y a que, c'est réservé à eux, donc voilà, c'est donc on a encore de progrès à faire de toute façon, quoi qu'il arrive. Ok, et du coup, on a une dernière question, c'était quelle est la question qu'on vous pose le plus en consultation? Alors, ça va très fort varier, puisque moi, je vois des situations qui sont très, très, très diverses. Mais on va dire que ce qui ressort beaucoup tout de même, c'est est-ce qu'un jour ça va marcher? Est-ce que je vais devenir un jour maman ou papa, hein? Mais c'est vrai que en tant que gynécologue, c'est tout de même plus souvent des femmes qui s'adressent à nous dans un premier temps et qui s'expriment. Et donc, c'est vrai que c'est cette angoisse que ça ne fonctionne jamais et qu'on ne puisse jamais connaître ce bonheur de devenir mère. Et ça, c'est... En tout cas, pour celles qui ont cette envie d'être mère, c'est terrible, en fait, le fait de se projeter en se disant que ça ne viendra peut-être jamais. Et donc, on voit que quand elles viennent pour un deuxième ou un troisième enfant, même s'il y a aussi de la souffrance et de la douleur de ne pas avoir un deuxième ou un troisième, c'est tout de même pas la même chose. Elles le disent elles-mêmes. Le fait qu'elles soient déjà mères, il y a un côté apaisant du fait que, quoi qu'il advienne, on a déjà ce bonheur d'être mère. Et ce qui est très compliqué pour nous, c'est que si vous êtes honnête, vous n'allez jamais pouvoir leur dire... Oui, bien sûr, certainement. Voilà. Vous pouvez être rassurant quand la situation est rassurante en leur disant « mais vous êtes dans une situation complètement favorable, vous êtes jeune, il y a des traitements adaptés, etc. » Mais malgré tout, voilà, on le sait de par notre expérience, il y a des couples qui n'y arrivent jamais et c'est des traitements qui sont très lourds et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de couples qui arrêtent les traitements. Donc on est dans un domaine où il y a beaucoup ce qu'on appelle de drop-out, c'est-à-dire d'arrêt de prise en charge. Donc la mutuelle, par exemple, en fécondation in vitro, rembourse 6 tentatives. Alors les gens parfois disent « Ah, que 6 !» Pourtant, on est les plus généreux en Europe, donc c'est quand même pas mal. Mais en fait, très peu de couples vont au bout de leurs tentatives. Soit ça marche, soit ils arrêtent, ils abandonnent, quoi. Voilà. Et donc, c'est tellement lourd, pas que physiquement, psychologiquement, affronter les échecs, les déceptions. C'est vraiment des parcours qui sont compliqués. Très lourd. Et du coup, si la femme devient enceinte et donc cet embryon se développe, la grossesse est suivie par vous? Non. Non, elle est suivie différemment qu'une grossesse classique? Non. Donc, nous, généralement, on les renvoie à leur gynéco traitant, puisque la plupart nous sont envoyés par un gynécologue, qui envoie, puisque les traitements doivent se faire, ça c'est la loi, dans les centres de fertilité. Alors, parfois, on a des couples qui n'ont pas de gynécologue, qui sont venus de leur propre initiative. Alors, on leur dit, maintenant, vous devez trouver un gynécologue obstétricien qui va suivre la grossesse. Alors, la grossesse ne va pas être suivie différemment, sauf que souvent, ces gens sont dans des situations de grossesse à haut risque. Donc, par exemple, si on a plus de 40 ans, c'est tout de même des suivis qui sont plus serrés. Bien sûr. Ou si on est venu parce que on avait des problèmes, je sais pas moi, de fibromes qui peuvent jouer sur la cavité, l'utérus, et que donc il y a plus de risques quand le bébé va grandir qu'il y ait des soucis, oui, le suivi va être un peu différent. Mais c'est pas le fait d'avoir fait une technique d'aide à la procréation qui va faire que le suivi est d'office différent. Bien que j'imagine, ce qu'on discutait, c'est que le vécu doit être aussi particulier. J'imagine quand ça fait des années qu'on essaye, plein de tests et qu'on est... les femmes ont souvent cette peur quand elles arrivent à tomber enceinte de perdre l'enfant ou que voilà, quelque chose ne se passe pas bien. On voit parfois elles ont des fausses couches à répétition. J'imagine que ce genre de cas aussi, comme leur espoir d'avoir un enfant a été long, ça a été compliqué, a été mis en doute et qu'une fois que ça arrive, eh bien, elle doit vivre aussi la grossesse d'une façon parfois peut-être un peu plus stressée, tendue, ou peut-être pas du tout, peut-être qu'au contraire, elles sont tellement heureuses et épanouies. Oui, alors c'est très variable, mais ce qui est sûr, c'est que ce qui est vécu comme une vraie injustice, c'est effectivement quand il y a un arrêt de la grossesse, parce que le fait de faire une fécondation in vitro, une insémination, n'augmente pas le risque d'avoir une fausse couche, mais ne le diminue pas non plus. Ça. Et donc c'est sûr que
le vécu quand vous avez obtenu cette grossesse au bout d'un parcours de 5 ans et puis qu'elle s'arrête, c'est sûr que le vécu n'est pas le même que quand vous avez arrêté votre contraception et que vous êtes tombée enceinte le mois d'après. Donc oui, les gens le vivent comme une vraie injustice. Non seulement ça a été difficile, mais en plus maintenant je suis... Donc oui, c'est sûr que... Alors longtemps, on appelait ça les grossesses précieuses, ces grossesses qui étaient... Alors on a arrêté d'utiliser ce terme parce que finalement toutes les grossesses sont précieuses. Et donc il n'y en a pas une qui est plus précieuse que l'autre. Mais c'est vrai que c'est parfois des grossesses qui vont être un peu surinvesties parce que oui, on comprend, on a attendu tellement longtemps. Et c'est vrai que le vécu est très variable et peut être parfois compliqué parce que finalement, on a été pendant tellement d'années dans l'attente que quand c'est là, on a tellement imaginé comment ça allait être. Et puis, c'est pas comme on l'a imaginé que ça peut être pas évident. Donc, tout à fait. Et s'il y a une fausse couche, elles ont un temps à attendre pour pouvoir refaire? Non, du tout. Non, on peut le cycle d'après restimuler. On peut. L'idée, c'est simplement de voir avec elles comment ça se passe parce que c'est tout de même une vraie douleur. Tout à fait. Et donc, il y a des gens qui ont vraiment besoin de temps avant de se remettre et de réaffronter. Parce que forcément, quand vous avez fait une fausse couche, la grossesse qui va suivre, il va y avoir un stress. Oui, d'autant plus. Voilà, parce que vous savez que ça peut s'arrêter. Et donc, voilà. Et donc, c'est ça plus qui va faire que les gens prennent parfois un peu de temps. Mais médicalement, on peut retenter tout de suite. Ok. Top, mais merci. Il y a plein d'informations. Du coup, c'est génial. C'est beaucoup plus clair. Enfin, même pour moi, qui avais entendu quelques histoires à gauche et à droite, mais c'est vachement intéressant de les structurer comme ça. Et donc, du coup, quand elles viennent en rendez-vous chez vous, vous commencez d'abord, dès le premier rendez-vous, à programmer un bilan et puis après, vous voyez la suite des choses. Oui, alors moi, je vois des gens dans des situations très diverses, c'est-à-dire que j'ai des gens qui me sont adressés par des collègues où tout le bilan est déjà fait. Déjà été fait. Et même la technique à mettre en place est déjà décidée, c'est-à-dire que parfois il y a des gynécos qui ont une longue expérience même s'ils font pas de fertilité et qui vont dire je t'envoie ce couple pour fécondation in vitro parce que les trompes sont bouchées, parce que le sperme est très mauvais et tout est fait et finalement alors je n'ai plus qu'à mettre en place la procédure. Et puis j'ai des couples qui viennent envoyés par le bouche à oreille ou par une amie et qui eux n'ont encore rien fait, aucun examen. Et donc là, on part du départ. Et entre les deux, j'ai des couples qui ont fait une partie des examens, mais pas tout, parce que le gynéco ne se sentait pas à l'aise de poursuivre plus loin et disait maintenant il faut aller dans un centre de fertilité. Oui, c'est votre spécialité, en fait, la fertilité, ça ne s'invente pas. On peut être gynécologue dans plein de domaines différents et que c'est important aussi d'aller voir la personne spécialisée dans le domaine. Voilà, on est à une époque où tout est très hyper spécialisé. Oui. C'est très difficile de rester au courant de l'avancée des technologies dans tous les domaines. Et moi, si une patiente me dit j'ai une boule dans le sein, je vais l'adresser chez ma collègue qui s'occupe de ça parce que je n'ai plus l'expertise suffisante pour pouvoir, en palpant, dire « ça m'inquiète pas ». Donc voilà. Donc oui, on a chacun des spécialités et effectivement, moi je ne m'occupe plus que de fertilité. Mais c'est un gain de temps pour le patient de savoir ça aussi, j'imagine. Plutôt que d'aller voir plusieurs gynécologues, devoir se dire, mais j'imagine des gynécologues qui réfèrent, mais de se dire qu'il y a des gynécologues qui sont spécialisés en fertilité, et donc d'aller voir ces centres de fertilité en premier. Oui, c'est-à-dire surtout parce que l'âge est crucial, et que donc c'est vrai qu'il y a des gens, dans les regrets qu'ils ont, c'est d'avoir perdu du temps en étant mal orientés pendant un certain temps. Ouais, donc le temps est important, on en revient au début. Le temps est important. Tout à fait, pensez à vos âges. C'est chouette, mais je suis heureuse de savoir qu'il y a de plus en plus de femmes qui congèlent leurs ovocytes. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de femmes qui communiquent là-dessus, même si on est d'accord, c'est pas juste parce que ça reste quelque chose de financièrement compliqué et que tout le monde n'a pas cette possibilité-là, mais ça reste très chouette et positif, je trouve, que les femmes communiquent et du coup se prémunissent de ce problème de temps, de temporalité. Ok, un tout grand merci. Avec plaisir. C'était très chouette d'avoir toutes ces informations. Et puis on peut vous retrouver en consultation s'il y a des patients qui veulent venir voir, qui s'intéressent à ce que vous dites. Ok, très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà que se termine cette interview avec le docteur Candice Autain. J'espère que vous avez appris plein d'informations précieuses. N'hésitez pas à les partager, à partager le podcast, à vous abonner évidemment, à me mettre quelques étoiles si ça vous a plu. C'est un tout
petit geste simple de quelques secondes pour vous. Parfois on se dit ça n'a pas d'importance, mais si, c'est un énorme impact pour moi parce que ça me permet d'augmenter ma visibilité et donc du coup de transmettre les bonnes informations et bienveillantes partout à un maximum de femmes. N'hésitez pas à me faire un petit retour aussi si vous le souhaitez, que ça vous a plu ou moins plu. Ça me fera toujours hyper plaisir sur mon compte Insta, donc Happy Maternity Planner. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Happy Maternity Planner. Et je serai super enchantée d'échanger avec vous ou d'avoir des suggestions éventuelles d'autres sujets que vous avez absolument envie que j'aborde. Je fais un petit spoiler. Bientôt, on va avoir une interview d'une diététicienne nutritionniste où on va parler alimentation, fertilité, grossesse et postpartum. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.